Ça chauffe. La famille, la femme du pasteur Marcelo, Esther Aïcha, veut divorcer. Tu ne peux pas être le clash de ces deux pasteurs ne s'arrête pas encore. Un vrai prophète n'aime pas les gens. Entre guillemets, un vrai prophète. Il y a des gens, il ne faut jamais les écouter. Tu entends ça? Il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter. N'écoutez jamais des hérétiques. En tant que prophète, je vous annonce que les X-Men arrivent sur la terre. Les extraterrestres arrivent sur la terre. de vous. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire, la terre. Aujourd'hui, les croyances là qui commencent à entrer dans l'église, des choses nouvelles là qu'on n'a jamais entendues, faites très attention avec ça. Ça prépare les cœurs des gens à la magie, à l'occultisme, à croire en des choses qui sont destructrices. Restez. Maman, je dois prier pour toi. Emmène-moi mon talit. Oh, talit est resté à l'église. Ah, mon talit. Comment mon talit? Talit, c'est pourquoi il y a beaucoup de tissu. J'ai dit, je priais. Mais c'est quelqu'un qui a bâti sa vie pour attaquer les autres pasteurs. Soit noir, si rouge, bleu. Il n'y a pas de tissu pour prier. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de tissu pour prier. Il faut la foi, il faut la prier. C'est tout. Attaquer les autres pasteurs ont eu des problèmes. Je vous pose la question. Pourquoi vos pasteurs mettent des cols pastorales? Le talit, au moins, il est biblique. Vos cols pastorales des protestants, vos cols pastorales des pentecôtistes, vos cols pastorales des méthodistes viennent d'où dans la Bible? Rentrons chez les apôtres. Quel apôtre a mis le col pastoral? Tu ne peux pas être prophète si tu aimes toujours la compagnie des gens. Et celle qui existait entre le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo Tunasi n'a pas échappé à cette règle. Nous vous avons parlé de la naissance d'Oracle. Nous vous avons parlé de ce moment fondateur, de cette fraternité scellée dans l'intimité d'une salle, où une nouvelle vie venait de faire son entrée dans le monde. Nous vous avons dit que ce lien-là était profond, ancré, irréversible, et nous le maintenons. Mais ce soir, nous devons vous raconter ce qui est venu ensuite, ce qui est venu ébranler ce lien, ce qui est venu transformer deux frères en adversaires, ce qui est venu faire de YouTube et de Facebook le théâtre d'un affrontement que personne n'aurait voulu voir et que pourtant tout le monde a regardé. Parce que c'est ça aussi la vérité de cette histoire. Ce n'est pas seulement une belle histoire de fraternité, c'est aussi une histoire de blessures, de malentendus, d'orgueil blessé, de distance qui s'installe progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne un mur. Et ce mur, il ne s'est pas construit en un jour, il s'est construit pierre par pierre, silence après silence, tension après tension, jusqu'à ce qu'il soit assez haut pour que les deux hommes ne se voient plus de l'autre côté. Mais avant de parler de la rupture, il faut parler de ce qui existait juste avant. Il faut parler de cette période intermédiaire, cette période charnière, où quelque chose commençait à changer, sans que personne ne veuille vraiment le nommer. Parce que les grandes ruptures ne commencent jamais par une explosion soudaine. Elles commencent par des petites choses, des petites tensions, des petits malentendus, des petits moments où l'on aurait pu se parler franchement et où l'on a choisi de se taire, où l'on aurait pu choisir la transparence et où l'on a choisi la distance, où l'on aurait pu tendre la main et où l'on a laissé la main retomber. Ces petits moments-là, ils s'accumulent, Seigneur. Ils s'accumulent en silence. Et un jour, sans qu'on comprenne vraiment comment on en est arrivé là, la distance est devenue trop grande. Le mur est devenu trop haut. Et ce qui aurait pu être réglé en une conversation privée, en un appel téléphonique, en un repas partagé entre deux frères, qui se disent enfin la vérité, se retrouve soudainement exposé devant le monde entier, sur les écrans, dans les commentaires, dans les groupes WhatsApp, dans les conversations de salon et dans les couloirs des églises. C'est exactement ce qui s'est passé entre Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi. À un moment donné, quelque chose a changé. Le ton a changé. L'atmosphère a changé. Ce qui était une relation de fraternité, de complicité, de proximité authentique s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus tendu, de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus douloureux à regarder de l'extérieur et certainement encore plus douloureux à vivre de l'intérieur. Les signaux ont commencé à apparaître progressivement, d'abord de manière discrète, presque imperceptible pour ceux qui ne les connaissaient pas de près, puis de manière de plus en plus visible, de plus en plus audible, de plus en plus impossible à ignorer, jusqu'à ce que tout éclate au grand jour avec cette brutalité que seules les grandes amitiés brisées peuvent produire. Parce que c'est toujours comme ça. Plus le lien était profond, plus la rupture est bruyante. Plus l'amitié était vraie, plus la trahison ressentie est douloureuse. Plus on s'était aimé, plus on peut se faire mal.
Et YouTube est devenu le théâtre de leurs désaccords. Facebook est devenu l'arène où les positions s'affrontaient. Les clashs se sont multipliés. Les prises de parole publiques se sont succédées avec une régularité qui disait quelque chose sur l'état intérieur de chacun des deux hommes. Parce qu'on ne revient pas en public sur un sujet encore et encore si on l'a vraiment lâché intérieurement. On ne parle pas avec cette intensité-là, avec cette douleur-là dans la voix, si la blessure est vraiment cicatrisée. Non. Chaque prise de position publique était en réalité un aveu. L'aveu que l'autre occupait encore beaucoup de place, que la perte de cette amitié n'était pas quelque chose que ni l'un ni l'autre avait vraiment digéré, que derrière les mots durs, derrière les accusations, derrière la posture de l'adversité, il y avait encore quelque chose. Il y avait encore cette mémoire partagée. Il y avait encore ce lien forgé dans les moments importants. Il y avait encore, quelque part, deux hommes qui souffraient de la même chose sans pouvoir se le dire. La communauté qui avait connu ces deux hommes ensemble, qui avait été témoin de leur complicité, qui avait admiré leur fraternité, se retrouvait soudainement confrontée à un spectacle qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas demandé, et qui la laissait profondément déstabilisée. Parce que quand des figures spirituelles s'affrontent publiquement, ce ne sont pas seulement deux individus qui se disputent, ce sont des communautés entières qui se retrouvent tiraillées, des fidèles qui ne savent plus où se positionner, des croyants qui voient leurs repères vaciller, des hommes et des femmes qui avaient placé une certaine confiance dans ces deux noms et qui se demandaient maintenant quoi faire de cette confiance-là. Les gens qui suivaient, l'un connaissait l'autre. Les gens qui aimaient, les deux se retrouvaient dans une position impossible, celle de devoir choisir, ou pire encore, celle de devoir assister impuissant à la destruction de quelque chose qu'ils pensaient solide et éternel. Et les réseaux sociaux, avec leur logique impitoyable, avec leur tendance à amplifier tout ce qui crée de l'émotion, avec leur façon de transformer chaque conflit humain en spectacle consommable, n'ont rien arrangé. Au contraire, chaque vue supplémentaire, chaque commentaire enflammé, chaque partage et chaque réaction alimentaient le brasier au lieu de l'éteindre. Mais voilà ce que les écrans ne montraient pas, ce que les caméras ne captaient pas, ce que les algorithmes ne pouvaient pas quantifier. Dans l'intimité du foyer de Marcelo Tunasi, pendant que tout ce spectacle se déroulait sur les plateformes numériques, pendant que les vues s'accumulaient et que les commentaires s'enflammaient, il y avait une femme qui regardait, une femme qui observait, une femme qui voyait ce que son époux ne voulait pas voir. Cette femme, c'était Maman Blanche Tunasi. Parlons d'elle. Parlons de cette femme que l'on n'a pas suffisamment regardée pendant toutes ces années, que l'on a trop souvent reléguée dans l'ombre de son époux, que l'on a réduite au rôle de faire valoir, sans jamais vraiment prendre le temps de mesurer l'intelligence, la sagesse et la profondeur de celle qui se tenait pourtant au cœur de toute cette histoire. Maman Blanche Tunasi n'était pas d'accord. Elle n'a jamais été d'accord. Dès le premier clash, dès la première prise de position agressive, dès le premier moment où son époux avait décidé d'exposer ce conflit devant le monde entier, elle avait exprimé son désaccord. Pas bruyamment, pas publiquement, pas devant les caméras ou sur les plateaux de télévision, ou dans les émissions qui auraient adoré avoir son témoignage. Mais là où ça compte vraiment, là où les décisions se prennent vraiment, là où les hommes montrent leur vrai visage, dans l'intimité du foyer, dans la vérité des conversations privées, dans cet espace sacré que seuls les époux partagent et où les masques tombent enfin. C'est là qu'elle parlait, c'est là qu'elle plaidait, c'est là qu'elle portait ce vœu profond, sincère, inébranlable, ce vœu que personne d'autre dans cette histoire ne semblait porter avec autant de constance, autant de conviction, autant de détermination. Elle voulait voir ces deux hommes se réconcilier. Elle voulait voir Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi retrouver ce chemin l'un vers l'autre que les blessures et l'orgueil avaient barré. Elle voulait voir la fraternité d'avant renaître de ses cendres. Elle voulait voir ces deux hommes de Dieu, ces deux serviteurs de l'Évangile, redevenir ce qu'ils avaient été. Deux frères. Il faut comprendre ce que cela représente pour une femme dans cette position. Être l'épouse d'un pasteur, c'est porter un rôle particulier. C'est vivre sous le regard permanent de la communauté. C'est peser chaque mot, chaque geste, chaque prise de position à l'aune de ce qu'elle pourrait provoquer, de ce qu'elle pourrait signifier aux yeux des fidèles. Prendre le contre-pied de son époux sur une question aussi sensible que son conflit public avec une autre figure spirituelle de premier plan, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une chose que l'on fait légèrement. Cela demande du courage. Cela demande une conviction profonde. Cela demande de croire suffisamment en quelque chose pour être prête à le défendre,
même quand ce n'est pas confortable, même quand cela crée des frictions, même quand les autres ne comprennent pas encore ce que vous voyez si clairement. Et Maman Blanche avait cette conviction. Elle avait ce courage. Elle croyait en la réconciliation entre ces deux hommes, avec une force que rien ne semblait pouvoir ébranler. Pas les clashs, pas les accusations, pas les années qui passaient, pas la distance qui s'installait progressivement entre les deux anciens frères. Son vœu restait intact, sa prière restait la même, sa position ne bougeait pas. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette image. Une femme qui tient bon dans sa conviction pendant que les hommes autour d'elle s'embourbent dans leurs blessures et leurs égos. Une femme qui voit plus loin que le moment présent pendant que les deux protagonistes de cette histoire sont trop occupés à souffrir pour regarder devant eux. Une femme qui plaide pour la paix. Dans le silence de sa maison pendant que la guerre se déroule en public sur tous les écrans du monde connecté. Parce que Maman Blanche Tunazi avait compris quelque chose d'essentiel que les deux hommes refusaient de voir. Elle avait compris que derrière chaque clash, derrière chaque prise de position agressive, derrière chaque mot dur prononcé en public contre l'autre, il y avait de la douleur. Pas de la rivalité, pas de la compétition, pas cette froide indifférence que l'on développe parfois vis-à-vis de ceux qui nous sont vraiment étrangers. Non, de la douleur. Et la douleur, elle le savait, n'est jamais l'ennemi de la réconciliation. La douleur est au contraire la preuve que le lien existe encore. On ne souffre pas de la perte de quelqu'un qui ne comptait pas. On souffre de la perte de quelqu'un qui comptait vraiment. Et si les deux hommes souffraient encore, c'était précisément parce qu'ils comptaient encore l'un pour l'autre. Même s'ils n'auraient sans doute jamais voulu l'admettre à ce moment-là. Ce qu'il y avait aussi dans les clashs entre Joël Francis Tatou et Marcelo Tunazi, et que ceux qui les ont regardés attentivement ont tous ressenti. C'était cette intensité particulière. Cette intensité qui ne ressemble pas à celle d'un débat théologique ordinaire, qui ne ressemble pas à celle d'un désaccord doctrinal entre deux serviteurs de Dieu, qui ont des visions différentes sur un point de foi. Non. L'intensité de leurs affrontements était d'une autre nature. Elle venait d'un endroit plus profond, d'un endroit plus personnel, d'un endroit que l'on n'atteint que dans les relations qui comptent vraiment. Quand deux hommes se disputent avec cette profondeur de blessure dans la voix et dans les yeux, quand deux hommes s'affrontent avec cette viscéralité-là, ce n'est pas de la simple rivalité professionnelle. Ce n'est pas deux concurrents qui se battent pour des parts d'influence ou pour la fidélité d'une audience. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, beaucoup plus révélateur de ce qui existait vraiment entre eux. Et ceux qui ont regardé ces clashs avec attention, ceux qui ont écouté les mots que Joël Francis Tatou et Marcelo Tunazi s'adressaient l'un à l'autre dans ces moments-là, ont tous ressenti la même chose. Derrière la colère, il y avait de la douleur. Derrière les accusations, il y avait de la trahison ressentie. Derrière les prises de position publiques, il y avait deux hommes qui souffraient de quelque chose que l'on ne souffre que lorsque l'on a perdu quelqu'un qui comptait vraiment. Et pendant tout ce temps, Maman Blanche regardait et priait et espérait et tenait bon dans sa conviction que la fin de cette histoire ne serait pas la guerre, que quelque chose viendrait briser ce cycle, que quelque chose ou quelqu'un ou une circonstance que personne ne pouvait encore prévoir viendrait créer l'ouverture que ni l'orgueil de l'un ni la blessure de l'autre ne parvenaient à créer. Elle ne savait pas encore que cette circonstance, ce serait sa propre mort. Elle ne savait pas encore que son départ serait le moment qui accomplirait son vœu le plus profond. Elle ne savait pas encore que c'est dans la salle de ses funérailles, entourée de ceux qui l'aimaient et de ceux qui allaient lui dire au revoir, que les deux hommes qu'elle n'avait jamais cessé d'espérer voir réconciliés allaient enfin se retrouver. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore dans la guerre. Nous sommes encore dans ce temps douloureux où les écrans brûlaient et où les cœurs saignaient. Nous sommes encore dans ce temps où deux frères avaient choisi, consciemment ou non, de laisser la blessure parler plus fort que la mémoire, de laisser l'orgueil prendre le dessus sur l'amour, de laisser la distance s'installer là où la proximité avait régné. Et quelque part dans une maison, une femme continuait de prier, continuait de plaider, continuait de tenir bon. Maman Blanche Tunazi ne lâchait pas. Elle ne lâcherait jamais, pas tant qu'elle serait encore de ce monde, et même après. Mais avant d'entrer dans la salle, avant de vous raconter ce qui s'y est passé, avant de vous décrire ce moment qui a fait pleurer ceux qui en ont été témoins et qui a fait parler ceux qui ne l'ont appris qu'après, il faut d'abord vous parler d'elle. Il faut d'abord lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Il faut d'abord donner toute la lumière,
toute la place, toute la reconnaissance à celle qui est au cœur de tout ce que nous vous avons raconté ce soir. Celle sans qui cette histoire n'aurait pas la même signification. Celle sans qui ce dénouement n'aurait peut-être jamais eu lieu. Maman Blanche Tunasi, nous vous avons parlé d'elle dans la deuxième scène, nous vous avons dit qu'elle n'était pas d'accord. Nous vous avons dit qu'elle plaidait en privé pour la réconciliation pendant que la guerre se déroulait en public. Nous vous avons dit qu'elle voyait plus loin que les deux hommes, que sa sagesse dépassait leur orgueil, que sa vision allait au-delà de leurs blessures. Mais ce soir, dans cette troisième scène, nous voulons aller plus loin encore. Nous voulons vous raconter ce que cette femme représentait vraiment, ce qu'elle portait vraiment, ce qu'elle était vraiment pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître de près. Maman Blanche Tunasi était une femme de foi, pas cette foi de façade que l'on exhibe les dimanches matins et que l'on range dans un tiroir le reste de la semaine. Une foi réelle, vivante, incarnée dans chaque décision de sa vie quotidienne. Une foi qui se voyait non pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits gestes, dans la manière dont elle traitait les gens, dans la manière dont elle écoutait, dans la manière dont elle gardait la tête droite et le cœur ouvert, même quand les circonstances auraient justifié qu'elle se ferme, qu'elle se protège, qu'elle choisisse le confort de l'indifférence plutôt que le courage de l'espérance. Elle était l'épouse d'un pasteur. Et ceux qui connaissent cette réalité-là savent ce que cela implique. Vivre sous le regard permanent de la communauté. Porter un rôle que personne ne vous a vraiment appris à jouer, mais que tout le monde attend de vous que vous jouiez parfaitement. Être à la fois soutien, exemple, figure, repère et pointe de stabilité. Pour des dizaines, parfois des centaines de personnes qui regardent votre couple comme un modèle. Tout cela en silence la plupart du temps. Sans applaudissements, sans reconnaissance officielle, sans que personne ne prenne vraiment le temps de demander comment vous allez, vous, derrière tout ça. Maman Blanche portait tout ça, et elle le portait avec une grâce que ceux qui l'ont côtoyée décrivent encore aujourd'hui avec une émotion qui dit tout sur l'impression qu'elle laissait. Elle ne cherchait pas les projecteurs, elle ne cherchait pas la notoriété, elle ne cherchait pas à exister dans l'ombre de son époux par procuration, à tirer de sa visibilité à lui une forme de visibilité pour elle. Non, elle existait par elle-même. Elle rayonnait par elle-même. Avec cette lumière discrète, cette lumière qui ne cherche pas à éblouir mais qui réchauffe simplement tout ce qu'elle touche. Et ce qu'elle portait depuis des années, ce vœu dont nous vous avons parlé, ce désir profond et inébranlable de voir son époux et le prophète Joël Francis Tatou se réconcilier, ce n'était pas un caprice, ce n'était pas une préférence personnelle, ce n'était pas la vision romantique d'une femme qui voulait que tout le monde s'aime et que tout soit beau et harmonieux, parce que c'est plus agréable ainsi. Non, c'était une conviction ancrée dans une lecture lucide et profonde de la situation, une conviction qui reposait sur sa compréhension des deux hommes, de leur histoire, de ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre, et de ce que leur réconciliation représenterait non seulement pour eux, mais pour toute la communauté qui les regardait. Elle voyait ce que les clashs coûtaient, pas en termes d'image ou de réputation, en termes humains. Elle voyait la douleur derrière les mots durs. Elle voyait la blessure derrière les accusations. Elle voyait deux hommes qui se faisaient du mal alors qu'ils auraient pu se faire du bien. Deux hommes qui dépensaient leur énergie à se combattre alors qu'ils auraient pu la dépenser à se soutenir. Et cette vision-là lui était insupportable. Pas d'une façon qui la rongeait ou qui la consumait, d'une façon qui l'habitait, qui l'animait, qui lui donnait une raison de continuer à prier, à plaider, à espérer même quand tout semblait indiquer que cette réconciliation n'arriverait jamais. Elle est partie sans la voir. Maman Blanche Tunasi nous a quittés. Elle est partie avec ce vœu encore dans le cœur, encore dans la prière, encore dans cet espace intérieur où elle le portait depuis si longtemps. Et le monde qui l'avait regardé de loin, le monde qui ne lui avait pas toujours accordé toute l'attention qu'elle méritait, ce monde s'est retrouvé soudainement confronté à son absence. Et c'est souvent comme ça. On ne mesure vraiment le poids d'une présence que lorsque cette présence n'est plus là. On ne comprend vraiment ce que quelqu'un tenait ensemble que lorsque ce quelqu'un n'est plus là pour le tenir. Et le pasteur Marcelo Tunasi, lui, n'avait plus de doute sur ce qu'il avait perdu, la femme avec qui il avait choisi de construire sa vie, celle avec qui il avait partagé les matins et les soirs, celle qui connaissait ses forces et ses faiblesses mieux que quiconque, celle dont la présence était devenue tellement naturelle, tellement évidente, tellement intégrée dans le tissu de son quotidien, que son absence créait un vide que rien ne prépare vraiment à affronter.
Pensez à ce que cela représente pour un homme comme lui, un homme public, un homme dont la vie entière est exposée au regard de la communauté, un homme dont chaque geste, chaque parole, chaque réaction est observée, analysée, commentée par des milliers de personnes qui le suivent et qui attendent de lui qu'il incarne quelque chose de plus grand que la douleur ordinaire. Un homme d'église face au deuil. C'est une situation particulièrement complexe, particulièrement lourde, parce qu'il y a cette attente tacite, cette pression implicite que la foi devrait suffire à tout absorber, que la relation avec Dieu devrait rendre la perte supportable, que l'homme de Dieu devrait montrer l'exemple même dans les moments où l'être humain en lui voudrait simplement s'effondrer et pleurer sans retenue, sans témoin, sans le poids du regard des autres. Et le pasteur Marcelo Tunasi a porté ce poids, ce jour-là, entouré de sa communauté, entouré de ses frères et sœurs dans la foi, entouré de tous ceux qui étaient venus lui témoigner leur amour et leur solidarité dans cette heure terrible. Il tenait, il faisait face, il recevait les condoléances avec cette dignité douloureuse des hommes qui ont décidé d'être forts, parce que les circonstances ne leur semblent pas laisser d'autre choix. Les gens le regardaient et voyaient un homme debout, un homme fort, un homme qui portait son deuil avec une grâce que beaucoup admiraient de loin, sans imaginer ce que cette force lui coûtait à l'intérieur. Parce que tenir debout quand on veut s'effondrer, ça a un coût énorme, un coût que le corps paie en silence, que l'âme paie en profondeur, que le cœur paie dans ces moments volés où personne ne regarde et où la douleur remonte enfin à la surface avec toute sa brutalité. Les heures passaient, les visages défilaient, les mains se tendaient, les mots de réconfort s'accumulaient et il recevait tout ça avec ce mélange de gratitude et d'épuisement que connaissent ceux qui ont traversé de longues heures de deuil entourés de foules bienveillantes mais envahissantes. Il tenait. Il continuait de tenir. Et puis une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte et une silhouette est entrée dans la salle. Un visage particulier est apparu parmi tous les visages qui peuplaient cet espace de deuil. Et ce visage, c'était celui du prophète Joel Francis Tatou. Prenons un moment pour mesurer ce que cette entrée représentait, pour mesurer le poids de cette présence dans cette salle à ce moment précis. Joel Francis Tatou et Marcelo Tunasi ne s'étaient pas vus depuis longtemps, pas depuis que leurs échanges publics avaient remplacé leur amitié privée, pas depuis que YouTube et Facebook étaient devenus le seul espace où leurs noms se croisaient encore, mais dans la confrontation, dans la tension, dans cet affrontement douloureux entre deux hommes qui s'étaient pourtant aimés comme des frères. Et voilà que Joel Francis Tatou franchissait cette porte, dans cette salle, ce jour-là, à ce moment-là. Et la question que tout le monde se posait instantanément, la question qui traversait l'esprit de tous les témoins de la scène, en une fraction de seconde, c'était celle-là. Comment Marcelo Tunasi allait-il réagir? Est-ce qu'il allait garder cette distance? Est-ce que la froideur des années de brouille allait prendre le dessus? Est-ce que la blessure allait parler plus fort que tout le reste? Est-ce que cet homme épuisé par des heures de deuil allait trouver en lui l'énergie de gérer en plus la complexité de cette présence inattendue? Ces questions, tous les témoins se les posaient en silence, en retenant leur souffle, en regardant la scène se dérouler devant eux avec cette intensité particulière des moments dont on sait instinctivement qu'ils sont importants, qu'ils sont rares, qu'ils appartiennent à cette catégorie de moments que la vie ne donne pas souvent et que ceux qui ont la chance d'en être témoins n'oublient jamais vraiment. Et la réponse est venue, pas de manière calculée, pas de manière réfléchie, pas de manière contrôlée. Elle est venue du corps avant de venir de l'esprit. Elle est venue du cœur avant de venir de la raison. Elle est venue de cet endroit en Marcelo Tunasi, que les années de brouille, que les clashs publics, que la distance et le silence n'avaient pas réussi à atteindre complètement. Cet endroit où vivait encore la mémoire de la naissance d'Oracle. Cet endroit où vivait encore le souvenir de la fraternité d'avant. Cet endroit que maman Blanche Tunasi avait toujours su, que son époux portait en lui-même quand il faisait tout pour le nier. Quand le pasteur Marcelo Tunasi a vu le prophète Joel Francis Tatou entrer dans cette salle, il s'est effondré. Les larmes sont venues avec une force, une abondance, une intensité qui ont surpris tout le monde, y compris peut-être Marcelo Tunasi lui-même, cet homme qui tenait depuis des heures, cet homme qui avait reçu des dizaines de condoléances sans perdre sa composure, cet homme qui portait son deuil avec une dignité que tous admiraient. Cet homme a fondu en larmes dans les bras de Joel Francis Tatou, avec un abandon total, une vulnérabilité absolue, une sincérité déchirante que personne dans cette salle n'aurait pu simuler et que personne dans cette salle
n'aurait pu rester indifférent à voir. Et Joël Francis Tatou l'a reçu, il l'a tenu, il l'a laissé s'effondrer contre lui sans reculer, sans se raidir, sans mettre entre eux la distance que des années de brouille auraient pu justifier, sans faire ce calcul froid que certains auraient peut-être fait dans cette situation. Ce calcul qui consiste à se demander ce que les gens vont penser, ce que ça va signifier, comment ça va être interprété, si c'est le bon moment, si les torts ont été reconnus, si les excuses ont été faites. Non. Joël Francis Tatou n'a pas calculé. Il a simplement été là, pleinement, totalement, comme il l'avait toujours été dans les moments qui comptaient vraiment, comme il l'était le jour de la naissance d'Oracle Tunasi, comme il l'était dans ces années lointaines où leur fraternité était encore intacte et où personne n'aurait imaginé que quelque chose pourrait un jour venir l'abîmer. Il était là. Et cette présence simple, physique, humaine, a dit en quelques secondes ce que des heures de conversation auraient peut-être mis des années à dire. Elle a dit que malgré tout, quelque chose résistait, quelque chose qui n'avait pas de nom précis mais qui était réel, quelque chose que les clashs n'avaient pas tué, que la distance n'avait pas effacé, que le temps n'avait pas dissous. Ce quelque chose-là avait un nom, et ce nom c'était la fraternité. Et puis il y a cette coïncidence que les croyants n'appellent pas coïncidence. Maman Blanche Tunasi avait passé des années à œuvrer pour ce moment, des années à prier pour que ces deux hommes se retrouvent, des années à tenir bon dans sa conviction que la réconciliation était possible, nécessaire, inévitable. Elle est partie sans la voir, et pourtant c'est le jour de ses funérailles que tout s'est accompli. C'est dans la salle où sa communauté se rassemblait pour lui dire au revoir, pour honorer sa mémoire, pour célébrer la vie qu'elle avait vécue et les valeurs qu'elle avait incarnées, que son vœu le plus profond s'est réalisé. Il y a dans cette coïncidence quelque chose qui dépasse la simple logique humaine, quelque chose qui touche à ce mystère profond que les croyants reconnaissent quand ils disent que les œuvres des justes continuent de parler après leur départ, que la prière sincère ne meurt pas avec celui ou celle qui la porte, qu'il existe une forme de grâce qui opère au-delà de la mort, qui accomplit au-delà de la tombe. Ce que la vie n'a pas eu le temps de terminer. Maman Blanche Tunasi n'a pas vu la réconciliation de son vivant. Mais c'est elle qui l'a rendu possible. C'est sa vie, c'est sa foi. C'est son vœu porté pendant des années dans le silence de sa maison qui ont créé les conditions de ce moment. C'est son départ qui a ouvert la porte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que vous compreniez qui sont ces deux hommes. Parce qu'on ne peut pas saisir la profondeur de ce moment sans connaître d'abord la profondeur de ceux qui l'ont vécu. Le prophète Joël Francis Tatou, un nom qui résonne dans les milieux évangéliques d'Afrique francophone avec une force particulière. Un homme de foi, un homme de conviction, un homme qui a construit son ministère à la force de son charisme et de sa parole. Ceux qui le suivent depuis des années savent que derrière le prédicateur, derrière le prophète, derrière la figure publique que l'on voit sur les écrans et sur les affiches, il y a un homme. Un homme avec une histoire personnelle riche, complexe, parfois douloureuse. Un homme qui aime, qui souffre, qui lutte, qui doute, qui se bat, qui tombe et qui se relève comme tout le monde. Un homme dont la vie intérieure est infiniment plus vaste et plus nuancée que ce que les caméras peuvent capter et que les réseaux sociaux peuvent contenir. Joël Francis Tatou n'est pas une icône. Il est un homme. Et c'est précisément pour ça que son histoire nous touche autant. De l'autre côté, le pasteur Marcelo Tunasi, lui aussi un nom qui fait réagir. Un serviteur de Dieu reconnu, respecté, dont le ministère a touché des milliers de vies à travers le continent africain et bien au-delà de ses frontières. Un homme de famille, un homme d'église, un homme dont la foi n'est pas un costume, que l'on enfile le dimanche matin, mais une réalité quotidienne, vivante, incarnée dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque choix de vie. Un homme dont l'épouse, Maman Blanche Tunasi, était elle-même une figure aimée et admirée par toute une communauté. Une femme dont nous parlerons longuement ce soir parce qu'elle mérite bien plus que les quelques lignes que le monde lui a consacrées jusqu'ici. Deux hommes forts, deux hommes de Dieu, deux destins qui à un moment précis de l'histoire se sont croisés et se sont entremêlés d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait peut-être anticipée. Deux hommes que tout semblait réunir. La vocation, la foi, la passion pour l'évangile, ce sens aigu de la mission qui pousse certains individus à consacrer leur existence entière à quelque chose qui les dépasse. Et pourtant deux hommes que quelque chose allait un jour séparer avec une violence que personne n'aurait voulu voir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce soir, dans cette première scène, nous sommes encore dans la lumière. Nous sommes encore dans ce temps béni.
où tout allait bien, où le lien était intact, où la fraternité entre ces deux hommes était une réalité vivante, palpable, évidente pour tous ceux qui les côtoyaient. Nous sommes encore dans ce temps où Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi n'étaient pas deux adversaires que les réseaux sociaux opposaient devant des milliers de spectateurs. Ils étaient deux frères, deux vrais frères, pas de sang, mais de choix. Et c'est bien souvent la fraternité de choix qui est la plus profonde, la plus solide, la plus signifiante. Il faut comprendre comment cette amitié s'est construite. Elle ne s'est pas construite dans les grandes cérémonies. Elle ne s'est pas construite dans les conférences où des milliers de personnes applaudissent et où les caméras captent chaque geste. Elle s'est construite dans les coulisses, dans ces espaces discrets où les hommes de Dieu se retrouvent entre eux sans les masques, sans la performance, sans le poids du regard des fidèles. Ces espaces où l'on peut être soi-même totalement, où l'on peut douter à voix haute, où l'on peut poser les questions difficiles sans craindre que cela soit mal interprété. Ces espaces où les vraies conversations ont lieu, ces espaces où les vraies amitiés naissent. C'est dans ces espaces-là que Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi se sont rencontrés. C'est dans ces espaces-là qu'ils ont appris à se connaître vraiment. Pas la version publique de l'autre, pas le personnage que l'on projette pour le monde, mais l'homme réel avec ses forces et ses faiblesses, avec ses certitudes et ses doutes, avec ses victoires et ses blessures. Et quand on connaît quelqu'un à ce niveau-là, quand on a accès à cette version-là d'un être humain, quelque chose se passe qui n'a pas d'équivalent dans les relations superficielles. Un lien se forge, un lien qui résiste, un lien qui dure, un lien que même les tempêtes les plus violentes ne parviennent pas totalement à détruire. Il y avait entre ces deux hommes une complicité réelle, une estime mutuelle profonde, un respect qui ne se décrétait pas mais qui se ressentait, qui se voyait dans les gestes, dans les regards, dans la manière dont chacun parlait de l'autre même quand l'autre n'était pas là. Ce genre de respect-là, on ne le fabrique pas, on ne le simule pas. Il vient de quelque chose de vrai, de quelque chose de vécu, de quelque chose de partagé dans la durée et dans la profondeur. Et puis, il y a eu ce moment précis dont nous voulons vous parler ce soir. Ce moment qui n'était pas un grand discours, ce moment qui n'était pas une déclaration publique, ce moment qui n'était pas filmé pour être mis sur les réseaux sociaux ou diffusé sur une chaîne YouTube. Ce moment était intime, silencieux presque, réservé à ceux qui étaient là et qui avaient été choisis pour être là. Ce moment, c'était une naissance. Pas n'importe quelle naissance. La naissance du premier fils de Marcelo Tunasi, un enfant qui porte aujourd'hui le nom d'Oracle Tunasi. Un prénom qui dit quelque chose. Un prénom qui porte quelque chose. Un prénom que son père a choisi avec tout ce que les pères mettent dans le premier prénom qu'ils donnent à leur premier fils. Toutes leurs espérances, toutes leurs prières, toute la vision qu'ils ont pour cette vie nouvelle qui vient de faire son entrée dans le monde. Et ce jour-là, ce jour fondateur, ce jour qui pour Marcelo Tunasi marquait une frontière irréversible entre l'homme qu'il était avant et l'homme qu'il allait devenir. Ce jour-là, le prophète Joël Francis Tatou était présent. Il était là, dans la salle, aux côtés de la famille, témoin de ce moment qui n'appartient normalement qu'aux plus proches, qu'aux plus chers, qu'à ceux que l'on choisit avec soin pour partager ce que la vie a de plus précieux, de plus vulnérable, de plus bouleversant. Pensez-y un instant, fermez les yeux et pensez à cette scène. Un hôpital ou une maison, peu importe le lieu. Une famille retient son souffle. Une femme vient de traverser l'une des expériences les plus intenses qu'un corps humain puisse vivre. Un homme attend avec ce mélange de peur, de joie et d'anticipation qui ne ressemble à rien d'autre dans toute une vie. Et dans cet espace-là, dans cet espace de vulnérabilité totale, de vérité absolue, de beauté brute, il y a un petit groupe de personnes qui ont été jugées, dignes d'être présentes, dignes de partager ce moment, dignes d'entrer dans cet espace sacré où une nouvelle vie fait son entrée dans le monde. Joël Francis Tatou faisait partie de ce petit groupe. Il avait été choisi, il avait été jugé digne. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas feindre, que l'on ne peut pas simuler, que l'on ne peut pas réduire à une simple politesse ou à une relation professionnelle cordiale. On ne choisit pas n'importe qui pour être présent le jour de la naissance de son enfant. On ne convie pas un simple collègue. On ne fait pas entrer dans cet espace un homme avec qui on entretient une relation superficielle ou purement utilitaire. Non. Quand vous êtes là le jour où une femme met au monde, quand vous êtes là dans cette vulnérabilité totale,
dans cette émotion brute, dans ce mélange indescriptible de peur et de soulagement et de joie qui envahit une famille entière. Au moment où le premier cri retentit, votre présence signifie quelque chose. Elle dit que vous êtes de la famille, pas de la famille de sang peut-être, mais de cette famille que l'on choisit soi-même, celle que l'on construit au fil des années et des épreuves, celle qui compte parfois autant, sinon plus, que celle avec laquelle on partage simplement un nom. Joël Francis Tatou faisait partie de cette famille-là pour Marcelo Tunasi. Et ce n'est pas un détail que l'on peut balayer d'un revers de main. Ce n'est pas une anecdote biographique sans conséquence. C'est au contraire la preuve la plus tangible, la plus concrète, la plus irréfutable de la nature et de la profondeur de leur lien. C'est le socle. C'est la fondation sur laquelle toute cette histoire repose. C'est le point de départ qui explique pourquoi tout ce qui va suivre, les tensions, les clashs, la rupture publique a fait autant de mal. Parce que plus on tombe de haut, plus l'impact c'est brutal. Et ces deux hommes étaient montés très haut ensemble avant que tout ne commence à s'effondrer. Imaginez la scène avec moi. Imaginez Marcelo Tunasi ce jour-là, tenant pour la première fois dans ses bras ce petit garçon qui allait s'appeler Oracle. Imaginez ce qu'il ressentait, cette émotion-là que les mots ne peuvent jamais vraiment contenir, mais que ceux qui sont devenus parents un jour reconnaissent immédiatement. Cette émotion qui monte du ventre et qui monte de l'âme en même temps, qui vous prend aux épaules et qui vous secoue doucement de l'intérieur, qui vous fait réaliser en une fraction de seconde que votre vie ne sera plus jamais exactement la même qu'avant ce moment, que quelque chose d'irréversible vient de se produire, que vous êtes maintenant responsable d'une vie qui dépend entièrement de vous, que cet enfant que vous tenez dans vos bras vous regarde et vous fait confiance de façon absolue et inconditionnelle sans même le savoir encore. Et imaginez que parmi les visages qui entourent Marcelo Tunasi dans cet instant-là, parmi les regards qui partagent cette émotion avec lui, il y a le visage de Joël Francis Tatou. Ces deux hommes ont regardé ensemble l'avenir se matérialiser sous la forme d'un nouveau-né. Ils ont partagé cette émotion que la vie ne donne qu'une seule fois. La première fois qu'on devient père. La première fois qu'on tient cet enfant tant attendu. Cette chair de sa chair. Ce sang de son sang. Ce miracle ordinaire qui est en réalité le plus extraordinaire de tous les miracles. Et quand deux hommes partagent un moment comme celui-là, quelque chose se grave entre eux. Une empreinte que les années n'effacent pas, que les désaccords ne peuvent pas totalement détruire, que même la colère, même la blessure, même ce que l'on appelle la trahison, ne parviennent pas à faire disparaître complètement. Cette empreinte-là reste, elle reste dans le corps, elle reste dans la mémoire émotionnelle, elle reste dans cet endroit en chaque homme où les choses vraiment importantes sont stockées, au-delà du mental, au-delà de l'intellect, au-delà de toutes les constructions rationnelles que l'on peut bâtir, pour se protéger de la douleur ou pour justifier la distance. Et c'est précisément pour ça que des années plus tard, dans un contexte totalement différent, dans une atmosphère de deuil et de douleur, quand Joël Francis Tatou a franchi la porte de la salle où la communauté s'était rassemblée pour pleurer Maman Blanche Tunasi, quelque chose en Marcelo a craqué. Pas parce qu'il avait décidé de pardonner, pas parce qu'il avait réfléchi et conclu que le moment était venu de faire la paix. Non, quelque chose a craqué parce que la mémoire du corps ne ment pas, parce que les émotions ont une mémoire plus longue et plus fidèle que l'intellect, parce que Marcelo Tunasi, en voyant entrer Joël Francis Tatou dans cette salle, n'a pas d'abord vu l'homme qu'il avait affronté sur les réseaux sociaux. Il a revu le frère qui était là le jour de la naissance d'Oracle. Il a revu celui qui partageait son bonheur quand tout allait bien. Il a revu le témoin de ses plus beaux moments. Il a revu l'homme qu'il avait choisi pour être présent dans l'espace le plus intime de sa vie. Et face à ça, face à cette mémoire-là qui remontait avec toute sa force et toute sa brutalité au milieu d'un deuil déjà insupportable, les larmes n'ont pas demandé la permission. Elles sont venues naturellement, inévitablement, comme un fleuve qui retrouve son lit après une longue sécheresse, comme quelque chose qui attendait depuis trop longtemps de pouvoir enfin sortir. Voilà ce que la naissance d'Oracle Tunasi représente dans cette histoire. Voilà pourquoi nous avons commencé par là ce soir. Parce que sans cette scène-là, sans cette fondation-là, rien de ce qui va suivre ne peut vraiment se comprendre. Les clashs ne se comprennent pas. La douleur de la rupture ne se comprend pas. Et surtout, les larmes de la réconciliation ne se comprennent pas. Parce que l'on ne pleure pas comme ça devant n'importe qui. On ne s'effondre pas comme ça dans les bras de n'importe qui. On ne laisse tomber toutes ses armures comme ça devant n'importe qui. On le fait devant quelqu'un qui était là le jour où tout a commencé. On le fait devant quelqu'un qui a vu naître votre premier fils.
Qu'est-ce qui fait qu'une amitié comme celle-là peut se briser? Qu'est-ce qui fait que deux hommes qui ont partagé des moments aussi forts, aussi fondateurs, aussi irremplaçables, peuvent en arriver à se déchirer publiquement avec cette intensité? Qu'est-ce qui transforme un frère en adversaire? Qu'est-ce qui fait basculer une fraternité dans la guerre? La réponse est simple à formuler, mais difficile à entendre. Ce qui brise les grandes amitiés, ce ne sont jamais les petites choses, ce ne sont jamais les désaccords mineurs, les différences de caractère, les incompatibilités de surface que l'on peut régler avec un peu de bonne volonté et de conversation. Non. Ce qui brise les grandes amitiés, ce sont toujours les grandes choses, les choses qui touchent à l'identité, les choses qui touchent à l'ego, les choses qui touchent à ce que chacun croit être, à ce que chacun croit mériter, à ce que chacun croit que l'autre lui doit. Et dans le monde du ministère, dans le monde des figures spirituelles publiques, ces grandes choses ont souvent un nom. Elles s'appellent la notoriété, l'influence, la reconnaissance, le territoire. Ces mots-là peuvent paraître étranges dans un contexte religieux. On voudrait croire que les hommes de Dieu sont immunisés contre ces préoccupations-là. On voudrait croire que la foi les élève au-dessus de ces considérations humaines trop humaines. Mais la vérité est que les hommes de Dieu sont des hommes, avec toutes les grandeurs et toutes les fragilités que cela implique, avec toutes les lumières et toutes les zones d'ombre que cela contient, avec toutes les forces et toutes les failles que cela porte. Et quand deux hommes de Dieu grandissent en même temps, quand leur ministère se développe en parallèle, quand leurs audiences s'élargissent et que leur nom circule de plus en plus dans les mêmes espaces, il peut se créer une forme de tension qui n'est pas forcément consciente au début. Une tension subtile, une tension que personne ne veut nommer, parce que la nommer serait admettre quelque chose que l'on n'est pas fier d'admettre, que l'on est capable de jalousie, que l'on est capable d'envie, que la réussite de l'autre peut parfois, dans certains moments de faiblesse, nous sembler menaçante plutôt qu'inspirante. Cette tension-là, elle n'excuse rien, elle ne justifie rien, mais elle explique beaucoup. Elle explique comment deux hommes qui s'aimaient vraiment ont pu se retrouver dans une position d'adversité. Comment le frère est devenu le rival. Comment la complicité s'est transformée en méfiance. Comment les conversations privées ont laissé place aux déclarations publiques. Comment l'espace intime de leur amitié a été progressivement envahi, puis remplacé par l'espace public de leur affrontement. Mais voilà ce qui est important de comprendre dans tout ça. Ce qui s'est passé entre Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi n'est pas une exception. Ce n'est pas une anomalie dans le paysage du ministère évangélique. C'est au contraire une réalité que beaucoup connaissent et que peu osent nommer. Parce que les grandes amitiés entre figures spirituelles sont toujours exposées à ce risque-là. Toujours exposées à ce moment où la croissance de l'un peut être mal vécue par l'autre. À ce moment où un malentendu, une parole mal interprétée, une décision prise sans consulter l'autre, vient créer une fissure dans ce qui semblait indestructible. Et une fois que la fissure est là, une fois que la méfiance s'est installée, une fois que le premier clash public a eu lieu et que les positions se sont durcies devant le monde entier, il devient extrêmement difficile de faire marche arrière. Parce qu'il y a l'orgueil, parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a cette impression que se réconcilier, c'est perdre, que tendre la main en premier, c'est admettre une faiblesse, que faire un pas vers l'autre, c'est donner raison à l'autre. Cette logique-là est destructrice. Elle est profondément humaine, mais elle est destructrice. Et c'est précisément pour ça que le geste de Joël Francis Tatou ce jour-là, entrer dans cette salle sans savoir comment il allait être accueilli, était un geste de courage. Pas de faiblesse. De courage. Parce que se présenter devant quelqu'un avec qui on a eu des conflits publics intenses, se présenter dans un moment de vulnérabilité totale, sans savoir si l'autre va vous accueillir ou vous rejeter, c'est prendre un risque réel. Et ceux qui prennent ce genre de risque méritent d'être reconnus pour ça. Et le geste de Marcelo Tunasi, s'effondrer dans les bras de cet homme, lâcher toutes les armures en une fraction de seconde, permettre à sa vulnérabilité de s'exprimer pleinement sans calcul et sans retenue. C'était lui aussi un geste de courage. Parce que s'effondrer devant quelqu'un, c'est lui faire confiance. C'est lui dire sans mots que malgré tout, il est encore celui à qui l'on peut se montrer tel que l'on est. Celui devant qui on n'a pas besoin de performer. Celui dont la présence, même après des années de silence et de distance, permet encore de respirer vraiment. Ces deux gestes-là, ensemble, dans cette salle de deuil, ont dit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait peut-être pu dire autrement. Ils ont dit que le lien était encore là, qu'il avait survécu, qu'il avait traversé les tempêtes sans mourir vraiment,
qu'il attendait simplement le bon moment, le bon espace, la bonne circonstance pour réémerger avec toute sa force. Et cette circonstance, c'est Maman Blanche Tunasi qui l'a créée. Pas de son vivant, mais par son départ, par son absence, par ce vide qu'elle a laissé et qui a d'une certaine façon obligé tout le monde dans cette salle à se retrouver face à ce qui compte vraiment, face à ce qui dure, face à ce qui résiste quand tout le reste s'effondre. Il y a une leçon dans cette histoire, une leçon que cette soirée nous a permis d'entendre, pas une leçon moralisatrice, pas une leçon donnée de haut par quelqu'un qui prétendrait avoir toutes les réponses, une leçon simple, humble, tirée directement de ce que 2 hommes et une femme ont vécu sous nos yeux. La leçon, c'est que les liens vrais ne meurent pas. Ils peuvent dormir, ils peuvent être enfouis sous des années de silence et de blessures et de distance et de malentendus accumulés. Ils peuvent sembler morts à ceux qui les observent de l'extérieur. Ils peuvent même sembler morts parfois à ceux qui les portent à l'intérieur. Mais ils ne meurent pas, parce que ce qui est vrai ne meurt pas. Ce qui a été forgé dans les moments importants, dans les moments fondateurs, dans ces espaces de vulnérabilité partagés où 2 êtres humains se sont vraiment vus et vraiment choisis, ce qui a été forgé là ne disparaît pas. Il attend. Il attend son heure. Il attend que quelque chose ou quelqu'un crée l'ouverture nécessaire pour qu'il puisse réémerger. Pour Joël Francis Tatou et Marcelo Tunasi, cette ouverture s'est appelée un deuil terrible, un deuil que personne n'aurait choisi, la perte d'une femme, d'une épouse, d'une mère, la perte de Maman Blanche Tunasi. Et dans cette perte-là, dans cette douleur-là, dans cette vulnérabilité totale qu'un deuil impose à celui qui le traverse, quelque chose qui était fermé depuis trop longtemps s'est ouvert. Quelque chose qui était bloqué depuis trop longtemps s'est libéré. Quelque chose qui attendait depuis trop longtemps a enfin pu se produire. C'est ça la force de cette histoire. Ce n'est pas une histoire de réconciliation organisée. Ce n'est pas une histoire de pardon négocié autour d'une table avec des médiateurs et des conditions préalables et des communiqués publiés sur les réseaux sociaux pour informer les communautés que la paix a été faite. Non, c'est une histoire de vérité qui remonte, de mémoire qui parle, de corps qui se souviennent avant que les esprits aient eu le temps de calculer. Et c'est pour ça que cette réconciliation-là est différente. C'est pour ça qu'elle mérite d'être racontée. C'est pour ça qu'elle mérite d'être entendue. Pas comme un scoop, pas comme une information à consommer et à oublier, mais comme une histoire humaine dans toute sa complexité, dans toute sa profondeur, dans toute sa beauté douloureuse. Une histoire qui nous dit quelque chose sur nous-mêmes, sur nos propres liens, sur nos propres brouilles, sur nos propres silences qui durent trop longtemps, sur ces personnes dans nos vies à qui nous n'avons pas encore tendu la main, sur ces réconciliations que nous avons repoussées, parce que l'orgueil a parlé plus fort que l'amour, sur ces moments que nous avons laissés passer en nous disant que demain, peut-être, nous serions prêts. Cette histoire nous dit que parfois, il ne faut pas attendre demain, que parfois la vie décide pour nous du moment où les choses doivent se produire, et que ce moment-là n'est pas toujours celui que l'on aurait choisi, n'est pas toujours celui que l'on aurait préféré, n'est pas toujours le moment joyeux, le moment lumineux, le moment facile. Parfois c'est un deuil, parfois c'est une perte, parfois c'est précisément dans la douleur la plus intense que l'essentiel remonte à la surface et que ce qui comptait vraiment se révèle enfin dans toute sa clarté.